au lieu d'une ampoule sur 3. La France n'a tué aucun Nigérien. Pardon? La France n'a pas, en tout cas, physiquement tué les Nigériens ces derniers temps. Elle n'a pas tué quoi? Donc il n'y a pas eu de tuerie. Bon, si tu veux voir les tueries, tu crois que toutes les armées, tous les camps militaires qu'on met autour des territoires de l'AES, c'est pourquoi? C'est la chose, c'est les compagnons d'Emmaüs, ils viennent pour faire du bien. Ils viennent pour faire du bien. Donc, ça, ce sont des suppositions. Donc, Ah, des suppositions. Donc, les armées qui disparaissent en l'air, soi-disant rapatriées, c'est des suppositions. Les camps militaires que Tiani démontre avec avec indication GPS et tout, c'est des suppositions. Mais Tiani quand même, c'est un général. Un général ne se promène pas en faisant des suppositions. Il a autre chose à faire, surtout quand il a en charge un pays aussi grand que le Niger avec les problèmes qu'on connaît. Mais il n'a pas parlé de tuerie attribuée normalement à la France. Il n'a pas parlé de tuerie. Et depuis 2014 dans le Sahel, les gens ils font quoi? On les tue pas, il n'y a pas de mort. Tu veux combien? Toi, ici, là, parce que tu es à Lomé, hein, il y a le calme ici. Va à Bengal demander aux gens, hein, on va te parler des tueries. Alors, quand vous êtes à Lomé ici, et vous oubliez ce que vos frères même sont en train de souffrir, il vous est difficile de comprendre que dans le Sahel, les gens sont en train de mourir. Alors, est-ce que ce repositionnement du Ghana ne va pas lui créer des problèmes? Est-ce que ce sera ça sans conséquences fâcheuses pour le pays? Le Ghana prend une place centrale dans les changements qui touchent l'Afrique de l'Ouest. Alors que la CEDEAO est de plus en plus critiquée pour son manque d'efficacité et son alignement sur des intérêts étrangers, le Ghana, avec les pays du Sahel, trace une nouvelle voie. Dans cette deuxième partie, l'ambassadeur Sogouyou nous partage son analyse. Il explique pourquoi la CEDEAO, autrefois symbole d'unité, est aujourd'hui perçue comme un obstacle par certains États. Il revient aussi sur les tensions avec la France, accusée d'interférence et d'exploitation des ressources africaines. L'ambassadeur aborde ensuite les enjeux sécuritaires, soulignant que les divisions régionales rendent plus difficile la lutte contre le terrorisme. Enfin, il met en avant l'émergence d'un panafricanisme fort, avec des initiatives du Ghana et des pays du Sahel, qui montrent que l'Afrique peut avancer sur la voie de l'unité et de la souveraineté. Alors, est-ce que ce repositionnement du Ghana ne va pas lui créer des problèmes? Est-ce que ce sera ça sans conséquences fâcheuses pour le pays? Mais je ne comprends pas, Gilles. Donc, même une bonne action aussi va t'amener des problèmes. L'objectif de la CEDEAO, qu'elle n'arrive pas à remplir, le Ghana remplit ça. Tous les autres pays de la CEDEAO devaient féliciter le Ghana. Pourquoi ça va lui créer des problèmes? Ça lui créera des problèmes, justement, comme je t'ai dit. De l'extérieur, on leur dira, ne le laissez pas faire ça. C'est tout. Tu te rappelles comment la JT avait dit, moi je vais appeler le président. Il parlait du président du Ghana pour lui dire, ils n'ont qu'à sanctionner le Mali. Et on a sanctionné le Mali. Aujourd'hui, ce cinéma-là, cette honte-là, cette crapulerie-là, le Ghana nous prouve qu'il ne marchera plus dans cette sale combine. Et pourquoi ça va lui causer des problèmes? Eh bien, on sait que les pays souverainistes, l'AES, quand ils ont pris la décision de prendre le destin en main, il y a eu des représailles. Mais il y a eu des représailles. Oui. Écoutez ceci, c'est seulement les Noirs qui croient qu'on donne l'indépendance cadeau. Allez demander aux Algériens comment ils ont eu l'indépendance. Allez demander aux Vietnamiens comment ils ont l'indépendance. Si nous attendons ici à pleurnicher comme des femmes, excusez-moi les femmes, hein, il y en a qui sont très combattantes, mais à pleurnicher, mais qui va vous donner l'indépendance? Tu as quelqu'un qui cultive cacao gratuit pour toi, il exploite l'or gratuit pour toi et tu vas lui donner l'indépendance. Mais pourquoi? À moins que tu sois fou. Donc, les pays de l'AES savent qu'ils vont souffrir. Ils sont en train de souffrir et ils iront jusqu'au bout. C'est ça qui justifiera toutes les pertes, toutes les violences, toutes les morts que leur population ont vécues. Voilà. J'ai déjà entendu dans une analyse que ce rapprochement du Ghana va réactiver des réseaux terroristes au nord de ce pays. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, ce n'est pas le rapprochement qui réactive les... Je vous ai dit ici que le grand sponsor des terroristes a des lots de terroristes en place, prépositionnés. Si tu dis un mot de travers, on t'envoie ton lot. Tous nos pays ont leur lot. Le Togo a son lot, le Bénin a son lot, le Nigeria a son lot, le Ghana a son lot, la Côte d'Ivoire a son lot. Il y a eu déjà même des attaques terroristes en Côte d'Ivoire. Donc,
que si toi, on te dit, toi président, si tu ne marches pas droit, on t'envoie les terroristes. Au contraire, je ne serais pas surpris que d'ici quelques jours, on entende qu'il y a eu attaque terroriste au Ghana. Mais tu crois que les Ghanéens vont se laisser influencer par des histoires de terroristes? Les Ghanéens, ils savent se battre. C'est un peu plus fier. Tu les connais, ces Ghanéens? Tes frères élevés de la Voltarie, là, tu les connais? Les Ashanti, les Fanti, les Gourmands, les comment on appelle ça, les Konkomba, les Dagomba, tu les connais bien? C'est des combattants aussi. C'est comme les gens du Sahel. Si tu crois que ces gens-là sont prêts à baisser la culotte parce qu'il y a 2 ou 3 terroristes qui passent dans la savane, tu te trompes. Voilà. Et l'exemption de visa, que tout le monde est libre de rentrer au Ghana sans visa, dans ce contexte-là, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de sécurité? Les terroristes qui ensanglantent notre nord, là, tu n'as jamais vu leur visa? Dis-moi, peut-être ils sont venus te montrer leur visa avant d'entrer pour tuer nos concitoyens. Ceux qui ensanglantent les pays du Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, tu es sûr qu'ils ont montré un visa avant d'entrer sur ces territoires? Non. Au contraire, l'absence de visa n'est pas l'absence de pièce d'identité. Donc les gens auront leur pièce d'identité qu'on vérifiera. Tu viens à la frontière, tu as quoi? Passeport, on regarde. Bon, pas de visa, mais tu as un passeport, carte nationale d'identité, tu as quoi? On regarde, tu pars. On n'a pas dit qu'on a ouvert pour que tous les trafiquants, les terroristes, les colonialistes, le Cointré et compagnie, tous ces vampires, ces censures, pour qu'ils viennent se promener dans la savane gratuitement. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. C'est pour faciliter la vie des citoyens. Si toi aujourd'hui on te dit d'aller chercher un visa pour le Ghana, à Lomé ici, mais dis-moi, tu vas où? Peut-être à l'ambassade. Vu le nombre de Togolais qui traversent pour aller au Ghana tous les jours, tu connais une ambassade capable de gérer ces visas? Ça m'étonnerait. De toutes les façons, il y a la frontière officielle, tout le monde connaît, mais le reste, comme avait dit l'autre, on prend la route des contrebandiers. Tu connais l'histoire de la route des contrebandiers, non? Okay. Est-ce que la dynamique ghanéenne va s'étendre à d'autres pays? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Qu'on en vienne un jour à dire dans la CEDEAO, ou du moins dans le reliquat, mais tout le monde peut circuler comme il veut. C'est tout. C'est ce que nous souhaitons. Le Ghana donne le bon exemple. Il avait donné le bon exemple avec le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Il a donné le bon exemple avec le panafricanisme de John Jerry Rawlings. Et aujourd'hui, il donne le bon exemple avec le panafricanisme de dernière minute de Akufo-Addo, renforcé par l'arrivée d'un vrai panafricaniste. Et nous souhaitons que les autres pays de la sous-région leur emboîtent le pas. Comment tu comprends que pendant qu'on t'emmerde à une frontière, dans le même pays, on a ouvert toutes les vannes, les Syriens, les Libanais viennent comme ils veulent. Mais toi, un noir, tu arrives, on t'emmerde. Comment tu expliques ça? Si le Ghana avait dit que bon, désormais, les Syriens, Libanais, machin, peuvent rentrer gratuitement au Ghana, tu allais voir comment les colons allaient applaudir. Ils allaient applaudir. Parce que le programme, c'est d'utiliser ces gens pour déstabiliser l'Afrique noire un jour. Mais comme nous ne réfléchissons pas, on est là, comme des bovins que nous sommes d'ailleurs, des herbivores. Comme on n'est que des herbivores, on ne réfléchit pas à ce qui peut nous arriver quand nous ouvrons les vannes, que des non-africains viennent envahir nos pays. Je ne suis pas contre ces non-africains. Ils viennent, chacun avec son programme, chacun avec son travail. C'est un travail très dur pour gagner leur argent. On ne va pas leur faire la guerre pour ça. Mais n'empêche qu'en dessous, il y a des terroristes. Alors. L'Afrique, est-ce que vous ne jugez pas qu'elle a de vraies opportunités aujourd'hui pour saisir prendre son destin en main? Parce que la géopolitique internationale présente des opportunités. En 2025, sûrement que la guerre Russie-Ukraine va prendre fin et que chacun va retourner dans sa classe. En France, il y a des crises politiques. Personne ne sait comment ça va tourner. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour l'Afrique pour prendre son destin en main, surtout en ce qui concerne les pays francophones? Écoutez, les Africains, est-ce que tu connais cette petite ruse-là? On utilisait ça quand on était enfant. Tu prends une poule,
tu lui mets la tête sous l'aile et puis tu la laisses à terre. La poule croit que tu la tiens. Tu ne la tiens pas, mais elle ne fuit pas parce qu'elle croit que tu la tiens. Mais aujourd'hui encore qu'il faut qu'on explique aux Africains que vous avez l'occasion de partir. Et c'est ça que les pays du Sahel ont compris, qu'il est temps de partir. Hein? La fameuse chanson de Ramazotti, il est temps de partir. Il est temps que les Africains partent, mais il y en a qui croient encore qu'ils sont enchaînés. Ils croient même à des chaînes imaginaires. Il y en a, la France n'a même plus de chaînes sur leurs pieds, mais ils croient que les chaînes sont là. Eux-mêmes, ils vont commander les chaînes matin, midi, soir à Paris. Ah, chef, est-ce que tu ne peux pas forger de nouvelles chaînes pour nous? Parce que nous, on est heureux que quand on est colonisé. D'accord, toi, le chef qui dit ça là, c'est toi, hein, le peuple n'est pas d'accord avec toi. Si tu veux aller dire ça au nom du peuple, fais un référendum avant d'aller. Donc, maintenant, la guerre en Russie. Le président de la Hongrie, Viktor Orban, qui vient de finir son mandat en tant que président de l'Union européenne. Tu sais que depuis le début de cette guerre, c'est le seul président européen qui réfléchit. À lui sont venus s'ajouter maintenant le Slovaque et je crois le Tchèque. C'est les seuls qui réfléchissent. Les autres n'ont Dieu que pour les fesses de Zelensky. Ces fesses-là doivent être particulièrement précieuses et ils sont prêts à tuer toute leur population pour les fesses de Zelensky. Tu as vu Zelensky faire la danse du ventre et des fesses, tu l'as jamais vu. C'est ça qui a captivé les autres. Donc, la guerre en Ukraine, elle va finir. Aujourd'hui, c'est les Russes même qui traînent le pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore assez fatigué tous les gueulards de l'Occident. Orban a dit à Bruxelles, nous avons perdu devant Poutine. Les gens se sautaient sur les chaises parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils ont payé des médias pour mentir, pour manipuler leur population et ils ne savent pas aujourd'hui comment ils vont aller dire à ces médias de dire au peuple que ça ne va pas. Tu as vu ce qui se passe? Donc, on forme 2500 guerriers en France. Et quand ils retournent combien? 1700, ils désertent. La France a gagné quelle guerre et peut former des combattants sérieux? Non, c'est pas non. La France n'a jamais gagné quelle guerre et elle peut former des combattants. Non, parce que qu'est-ce que les déserteurs ont dit? Ils étaient étonnés qu'on leur fasse une formation militaire dans laquelle on ne connaît pas les drones. Or, sur le champ de bataille en Russie, en Ukraine, c'est les drones russes qui font des ravages. Mais ce n'est pas compris dans leur formation. Mais donc, le problème, les déserteurs, c'est dans toutes, comment on va dire, les troupes. C'est pas seulement qui est déserteur? Les formés de France. Non, oui, mais bien sûr. Attends, justement, les formés de France, pour eux, c'est une troupe d'élite. Les élites ne doivent pas déserter. Bon, non, les autres Ukrainiens. Les autres Ukrainiens qu'on va attraper de force dans la rue. Le type est en train de faire course avec son enfant, sa femme au supermarché, on l'attrape, on le ligote, on le met dans un minibus. C'est autre chose. Le gars là, s'il déserte, bon, excuse-moi, je dirais que c'est normal. Mais celui qu'on a choisi, on ne les choisit pas par hasard. On les choisit par leur détermination, leurs conditions physiques, pour en faire des troupes d'élite. On le forme, tu dis que combien de semaines? Mais c'est eux-mêmes qui ont cru qu'en 2 semaines, ils peuvent devenir des foudres de guerre, ils vont devenir des Rambo. Chacun rêve d'être Rambo, revenir raconter à ses enfants et petits-enfants ses exploits de guerre contre la Russie. Mais tu peux être Rambo peut-être en Afrique, mais pas contre les Russes. Donc, la guerre en Ukraine, depuis le début, est une opportunité pour les Africains de se libérer. La France est tellement engluée, elle a pris tout son argent pour donner aux Ukrainiens et les Français sont en train de mourir de faim. Bon, ça fait leur affaire, c'est un problème interne. Quand tu es président d'un pays, tu décides ce que tu veux. Ils ont décidé qu'il vaut mieux nourrir, engraisser les Ukrainiens qui volent les armes pour les vendre, plutôt que de donner à manger aux populations. Ces régimes européens qui ont suivi, qui ont ruiné leur pays pour engraisser Zelensky, qui en remerciement fait couper l'arrivée du gaz russe dans ces mêmes pays. Hein. En remerciement, ça, c'est pour les remercier. Mais ça fait leur affaire. Donc, les Africains n'ont qu'à regarder ça, tirer les leçons de comment ces gens qui croient être des êtres supérieurs, comment on peut les coincer banalement et les mettre à terre.
tu te rappelles, les luttes pour l'indépendance, c'est quand nos soldats sont allés se battre pendant les premières et deuxième guerre mondiale et ils ont su que les Blancs étaient des êtres mortels. C'est ça qui leur a donné le courage quand ils sont revenus de réclamer l'indépendance. Sinon, les Blancs étaient considérés dans nos pays comme des dieux, des demi-dieux, sinon des dieux. Personne n'aurait osé. Maintenant qu'aujourd'hui, des soldats fuient devant les Russes, mais les Africains doivent savoir que les mêmes soldats auraient fui si c'était devant eux, hein, parce que c'est plus facile de se battre dans le froid que dans le sable brûlant du désert. Donc ici, ils vont fuir davantage. Alors, saisissez l'occasion, préparez-vous, soyez prêts à vous battre et libérez-vous une bonne fois pour toutes. De quelle manière, quels sont les actes symboliques à poser pour justement entrer dans cette ère de souveraineté, de souverainisme Il faut, en réalité, les pays du Sahel n'ont jamais déclaré la guerre à personne. Ils n'ont jamais dit du mal de personne. Le simple fait de dire nous voulons être souverains, leur vaut toutes ces guerres, ben, ça, c'est pas les pays du Sahel qui cherchent la guerre. Maintenant, ils sont là et on encercle leur pays avec des troupes qu'on fait disparaître comme par magie. On les fait disparaître du point A pour les positionner au point B. Comme ça, quand ils vont agir au point B, on dit non, c'est pas nos gens qui étaient au point A. Ces petites ruses de boutiquiers là, ça ne marche pas et ça ne marchera pas, surtout pas avec les gens du Sahel. Donc, les gens du Sahel doivent être sur pied de guerre. Si les autres croient qu'ils sont en sécurité, je l'ai déjà dit ici, hein, alors que la guerre même ce sera dans leur pays, hein, ceux qui disent que non, hein, nous on est soutenus, vous êtes soutenus par quoi? On va vous filer encore, fourguer encore des armes des restes de la guerre d'Algérie et d'Indochine, alors que les pays du Sahel ont des armes de dernier cri, puisqu'il y avait eu un petit malin qui a dit hein, que les Russes ils ont quelles armes? C'est la deuxième économie. Aujourd'hui les Russes ont la quelle économie? Et les armes? Orechnik là, c'est quoi? C'est pas des armes. Donc il faut que les gens fassent très attention et qu'ils n'étalent pas leur ignorance pour abuser leur population. Donc les pays du Sahel doivent se mettre prêts à la guerre à tout moment, mobilisation générale. Mais moi je parlais pas seulement des pays de l'AES. Au-delà de l'AES, le contexte est favorable, vous l'avez dit, à la prise de destin en main. Mais comment procéder? On ne veut pas être libre. Dans les plantations en Louisiane, disons en Amérique, il y a des Noirs, on les libère le lendemain, 2-3 jours, il n'a pas à manger, il revient voir le maître pour dire, bon, je vais encore travailler pour toi. On ne veut pas être libre. Nous ne voulons pas être libres. La preuve, le combat que mènent les vaillants peuples du Sahel avec leurs dirigeants, mais ça ne semble intéresser personne autour. Nos populations, ça ne semble pas les... La dernière fois, quelqu'un me parlait ici de société civile. Ça n'intéresse personne. Absolument personne. Au contraire, ils sont payés pour se taire. Tu as vu, il y a 2 ou 3 zozos que j'ai aperçus à la télévision. Il semble qu'ils vont faire une marche pour protester contre la sortie de l'AES de la CEDEAO. C'est qui? Pour moi, c'est des Blancs, des Arabes qu'on a peint le visage en noir. Parce que sinon, s'ils sont noirs et ils font ça, ça veut dire qu'ils se suicident, ils ne comprennent rien, ils ne sont rien, ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'AES, ils ne connaissent pas ce que c'est que la CEDEAO. Ils sont payés pour travailler, mais je leur dis, ceux qui les payent là, ils n'ont qu'à les coacher un peu pour qu'ils parlent intelligemment, mais ils ne parlent pas intelligemment. Pour moi, c'est des Blancs qu'on a peints en noir et on les envoie faire ce travail de nègre. Vous avez rappelé le contact pour nous écrire pour la seconde partie de cette émission. Avant que ça se passe, c'est le plus 228 96 08 43 43. Écrivez-nous via WhatsApp, pas d'appel, juste des messages que nous allons relayer dans la seconde partie tout à l'heure. Le temps de souhaiter une bonne heureuse année à son excellence, puisque nous sommes dans une nouvelle année. C'est la première émission de l'année 2025. Merci, la bonne et heureuse année. C'est un miracle si nous y sommes arrivés, on ne sait jamais, hein, parce que ce n'est pas seulement les pays du Sahel qui sont visés par les désirs vengeurs de certaines personnes. Et quand je dis certaines personnes, il ne s'agit pas seulement des Blancs, les Noirs aussi, les esclaves zélés, eh bien, ils sont prêts à nous faire la guerre pour le plaisir du maître, dans l'espoir de toucher 2 ou 3 biscuits de plus. Tu sais qu'à Noël, on donne les biscuits aux enfants. Dans l'espoir de toucher 2 ou 3 biscuits de plus, ils sont prêts à nous faire la guerre pour le plaisir de leur maître. Donc, nous sommes bien arrivés au début de l'année 2025 et nous prions de pouvoir arriver au début de l'année 2026. Inch'Allah. Voilà. Une pause
La seconde partie de New World Forum. Dans son analyse, l'ambassadeur Sogouyou met en lumière les défis et les espoirs d'une Afrique de l'Ouest en pleine mutation. La CEDEAO, critiquée pour sa dépendance à des influences étrangères, semble perdre sa capacité à unir la région. En parallèle, des pays comme le Ghana et le bloc du Sahel montrent qu'il est possible de construire une nouvelle coopération basée sur la solidarité et l'autonomie. Cependant, ces ambitions ne sont pas sans obstacles. Les tensions politiques, les enjeux sécuritaires et les pressions extérieures représentent des défis majeurs. Malgré tout, l'ambassadeur insiste sur une chose. Avec des actions courageuses comme celle du Ghana, l'Afrique peut se réinventer. Cette vidéo nous rappelle qu'un avenir basé sur l'unité africaine est à portée de main, mais qu'il demandera du courage, de la solidarité et une vision claire pour surmonter les épreuves.